Vous êtes nombreux à nous suivre tous les soirs sur Africa Today. Nous vous en remercions. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. La Guinée est une famille, dit-on souvent, mais cette phrase est loin d'être une réalité dans le comportement des citoyens guinéens. La divergence des opinions politiques entraîne de nos jours des durcissements de tous dans les débats. Chacun se rallie à son parti politique. La fibre ethnique ou communautaire devient la seule arme pour nombreux leaders. Des observateurs craignent le pire, sentant l'unité nationale fragilisée. Il est temps de prendre garde, précise Daouda Mohamed Kamara qui analyse la situation. Au commencement de l'humanité, Dieu créa Adam des colonnes de qui sorta Ève ou Hawa selon la confession religieuse. Des deux êtres sortiront des blancs, jaunes ou encore noirs pour peupler le monde. Ce rappel, juste pour dire combien les peuples ont une et unique origine, quelle que soit leur couleur. Revenant au cas particulier de la Guinée, dont le dénominateur commun de ses habitants reste guinéen. Aujourd'hui, du fait des différences politiques, de l'avis des observateurs, la Guinée risque fortement de basculer dans un chaos aux conséquences néfastes. Les acteurs politiques guinéens depuis un certain temps, en cours de projets de société consistants et convaincants, monnaient leur carence contre l'ethnocentrisme, le communautarisme ou encore le régionalisme. Ayant en face une population électorale à majorité analphabète, les politiciens guinéens y trouvent une aubaine pour s'engouffrer dans la brèche, pour braquer les enfants d'une même famille les uns contre les autres, avec la seule ambition soit de conserver le pouvoir, soit de le conquérir. Vu donc les méfiances accrues orchestrées par nos politiciens entre un certain nombre de communautés, ne sommes-nous pas tentés de donner raison à ceux qui pensent que la Guinée regorge des groupes ethniques en lieu et place des partis politiques? L'on pourrait bien dire oui, sans risque de se tromper. Si vous pensez le contraire, pourquoi ou comment expliqueriez-vous le rejet mutuel des Peuls, des Malinqués, des Forestiers ou encore des Soussous? Pour caresser dans le sens des poils, d'aucuns me diraient que c'est l'élite politique qui est divisée, mais pas les communautés à la base. Alors si cela s'avère, le risque de diviser ces communautés n'est-il pas aujourd'hui plus que jamais grand? À l'antiphase du dicton « Dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es », pour la Guinée, n'est-il pas aujourd'hui « Dis-moi ton nom, je te dirai ton appartenance politique ». À cette allure, le danger du pire ne guette-t-il pas notre Guinée? Convenons et prenons garde, surtout à la veille des élections communales dont on connaît le caractère violent en République de Guinée. L'unité nationale et la problématique de l'emploi jeune, c'est la toile de fond d'un espace de dialogue qui s'est tenu ce samedi au siège de la plateforme, la cellule Balai Citoyen de Guinée. Cette initiative vise à impliquer davantage la couche juvénile dans le contrôle de l'action publique. Les détails avec Fatou Kébé. Ce cadre d'échange a regroupé des jeunes évoluant dans différentes plateformes de la société civile guinéenne à travers la capitale. Une rencontre au cours de laquelle le conférencier a développé pendant plus d'une heure les questions de l'unité nationale et celle de l'emploi jeune. Ces deux thématiques, au dire du conférencier, se rapprochent. Selon Khalil Diané, le manque d'emploi peut créer un désespoir au sein de la couche juvénile. Les jeunes dans un pays, quand ils ne se sentent plus, ils se sentent exclus de la gouvernance, ils sont exclus dans la quête de l'emploi, ils sont exclus dans la quête de l'entrepreneuriat, ils peuvent facilement basculer vers l'ethnocentrisme et ce qui sape l'unité nationale dans un pays. Voilà un peu la coloration. Donc il faut trouver de l'emploi aux jeunes, parce que la jeunesse reste une bombe sociale. Vous verrez, toutes les grandes révolutions en Afrique, ces derniers temps, c'est la jeunesse. Cette nouvelle dynamique, selon le coordinateur de la cellule Balai Citoyenne de Guinée, vise à inciter la jeunesse à entreprendre des initiatives citoyennes. Nous parlons des questions d'emploi, c'est de les inciter, de les exciter eux-mêmes à s'organiser en association, à créer des PME, parce que vous le savez mieux que moi, nous avons un État défaillant, nous avons un État qui ne trouve plus de solution à créer de l'emploi pour les jeunes, aux jeunes de prendre leur destin en main, de créer des voies et moyens, enfin d'asseoir un avenir radieux. La leçon semble être comprise par les participants qui pensent être eux-mêmes la solution à la problématique de l'emploi. En tant que jeune, le manque d'emploi, c'est un très sérieux problème.
mais que nous pouvons remédier nous-mêmes en s'impliquant dedans. On ne peut pas avoir l'emploi quand on est, je peux dire, quand on est tout nos vies, quoi. Donc il faut un peu de choses dans la tête pour pouvoir mettre ça en pratique dans les différentes entreprises. Au sortir de cette rencontre, le conférencier a recommandé aux participants l'amour de la patrie et la promotion de la vie associative. L'Association des jeunes pour le développement intégré du littoral vient d'adhérer à la plateforme des citoyens unis pour le développement PECUD. Selon le président de la PECUD, cette nouvelle structure bénéficiera des projets ainsi que des séances de renforcement de capacité le permettant de poser des actes allant dans le sens du développement à la base. Aïssata Fofana, explication. À l'entame de la rencontre, les membres de cette nouvelle structure de la PECUD ont tout d'abord remis en cause l'inefficacité de la jeunesse guinéenne face à la précarité d'emploi qui gangrène le pays avant de proposer quelques pistes de solutions. 80% des jeunes Guinéens qui ont fini d'étudier et diplômés qui sont en train de se détruire sans se rendre compte. J'explique. Tu fais 4 ans d'études universitaires et tu fais plus de 5 ans de chômage, du coup tu désapprends. Et tu es toujours en train de chercher de l'emploi. C'est vrai, chacun doit se remettre en cause. C'est vrai, l'État doit créer les conditions d'emploi pour la jeunesse guinéenne, mais nous, jeunes de Guinée, nous ne devons pas nous asseoir, croiser les bras. Tout le monde se réfère sur nous, tout le monde compte sur nous. Quand on dit l'avenir de la Guinée, on dit les jeunes. Nous-mêmes, on est là, sans situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas rester, il ne faut pas croiser les bras. Il faut essayer d'initier les choses. Il faut essayer de se battre. De son côté, le président de la PECUD, Abdraman Sano, a apprécié l'arrivée de cette nouvelle association au sein de sa plateforme. Déjà, il manifeste la volonté d'assister celle-ci dans plusieurs domaines. Nous leur accorderons et nous leur apporterons de la formation, de l'assistance pour les différents projets que, comme tous d'autres membres de la PECUD, les différents projets qui peuvent être amenés à porter à proximité de leur localité, parce que nous voulons que les interventions de nos représentants et de nos membres à l'échelle locale soient effectivement en convergence avec les préoccupations des citoyens. Les questions d'assainissement, les questions d'entretien des infrastructures, la problématique de l'eau, la question de sécurité, etc., etc. En même temps, que cela soit un moyen de renforcer leur légitimité. Créée en 2011, l'Association des jeunes pour le développement intégré du littoral compte s'investir dans l'assainissement et l'éducation citoyenne. Page noire à présent, le chef du département mobilisation sociale et communication de l'Agence nationale de sécurité sanitaire n'est plus. Ibrahima Silla Ibra est décédé ce vendredi nuit à l'hôpital sino-guinéen de Conakry des suites d'une courte maladie. Parents, amis et collaborateurs se sont donné rendez-vous ce samedi à la morgue de ce centre hospitalier, puis à la maison mortuaire pour la présentation des condoléances d'usage. Bamamadou Alpha. Journaliste des professions, Ibrahima Silla a longtemps servi à la radio-télévision guinéenne avant de rejoindre le Conseil national de la communication puis la coordination des luttes contre l'épidémie d'Ebola en 2014. À la création de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, Ibra a été désigné chef du département mobilisation sociale et communication. Connaissant les compétences de l'homme, le directeur général de l'ANSS reconnaît avoir perdu un bon cadre. La perte de M. Ibrahima Silla constitue une très grande perte pour nous, car c'est un de nos agents qui a brillé, qui s'est distingué pendant la lutte contre Ebola en matière de mobilisation sociale et de communication. C'est en foi de cela qu'il a eu la promotion pour être un chef de département à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, et c'était l'un de nos piliers dans le cadre de la gestion de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique. Donc toute l'agence est très triste
parce qu'on ne s'attendait pas qu'à cette heure-ci, qu'on allait perdre cet agent. Ayant travaillé et côtoyé l'illustre disparu, le directeur de la télévision nationale, Foudetas Silla, magnifie les qualités et mérites de l'homme. Ibrahima Silla, c'est d'abord un professionnel. C'est quelqu'un qui a aimé le métier de journalisme et qui est venu à ce métier par passion. Personnellement, c'est quelqu'un de très propre et très méticuleux. Et professionnellement, c'est quelqu'un de bien formé, bien calé et bien attentif à tous les détails. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une très très grande perte pour le paysage médiatique guinéen. Je pense à des visages, quand je parle d'Ibrahima Silla, je pense à la vieille génération, Aïssatou Bella Diallo, Mamadi Kondé, les Abou Konté, les Papa Salès, mais je pense aussi à la nouvelle génération, les Adel Camara, les Médine Konaté. Tout reposait sur Ibrahima Silla, c'est une grande perte pour la Guinée. Ibrahima Silla, Ibra, rejoindra sa dernière demeure le mardi 29 août au cimetière du Cameroun après un symposium à la RTG de Koloma. La promotion de la musique afro-américaine sera aussi au cœur de Conakry, capitale mondiale du livre. Des acteurs culturels ne manquent pas d'initiatives dans ce sens. Alain Armand compte entamer le projet à Conakry avec l'appui de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Il a rencontré en début de semaine le commissariat général du dit événement. Ça, Alou Yombuno nous en dit plus. C'est un projet qui pourrait permettre aux Guinéens de connaître un peu plus en profondeur la culture américaine dans toutes ses dimensions. Il se révèle comme un cours magistral sur la musique afro-américaine. Le projet, c'est de vendre des émissions sur toute la culture américaine. Et chaque année, à peu près une vingtaine d'épisodes. Donc il y aura des thèmes à chaque fois, l'histoire du funk, l'histoire du jazz, des grands maîtres du jazz, le jazz cool, la soul, le gospel, qu'est-ce qui a influencé tout ça, les instruments, les noirs qui ont joué au piano, qui ont été meilleurs que les blancs, ainsi de suite, toute la musique afro-américaine. Alain Armand entend également à travers cette initiative rappeler les origines de cette musique qui, de nos jours, domine le monde entier. Moi, ce qui m'intéresse dans la musique afro-américaine, c'est le fait que ça soit une musique de noir, une musique d'Africains à la base, puisqu'on est Africains. Quand ils sont partis là-bas, ils étaient Africains. D'ailleurs, c'est jusqu'en 1962-63 qu'ils ont eu le droit de vote, droit d'être humain, droit de truc. Donc jusqu'à là, c'était des Afros. Donc ces gens-là ont créé le blues grâce à la guitare et à leur souffrance. Ils ont créé le jazz grâce aux instruments des Occidentaux. Ils ont créé la soul grâce à un certain épanouissement. Ils ont créé le funk parce qu'ils viennent de la rythmique. C'est pas les Blancs qui nous ont donné tout ça. En février 2018, l'initiateur du projet compte organiser des spectacles artistiques qui connaîtront la participation des hommes de culture américains, une occasion pour la Guinée de faire une prise de contact avec ces artistes du pays de l'Oncle Sam. Bruxelles, à nouveau la cible du terrorisme. Hier soir, un homme a attaqué deux soldats à l'aide d'un couteau en plein cœur de la ville. Il a crié « Allah Akbar » lors de son acte. Les militaires l'ont tué en ripostant. Regardez. 20h15 à Bruxelles, en plein centre de la ville, un homme armé d'un couteau prend pour cible 3 militaires en patrouille. L'un est légèrement blessé à la main, l'autre soldat neutralise l'assaillant grâce à son arme à feu. Pendant l'attaque, il a crié à 2 reprises « Allahu Akbar ». Il est déclaré mort quelques minutes plus tard à l'hôpital. Le parquet fédéral s'est chargé de l'enquête et pour les autorités, pas de doute, c'est un acte terroriste commis par un individu isolé. L'homme a été identifié, il est né en 1987, de nationalité somalienne. En train de marcher et d'un coup on voit que ça court dans tous les sens, des policiers, des ambulanciers, militaires et tout. Ils nous ont dit de reculer comme ça de la zone, on n'a pas compris, on est resté un peu à l'écart, on a regardé de loin. Ils ont ramassé quelqu'un comme ça en arrière, ils l'ont mis contre le mur, ils ont commencé à lui faire les premiers soins. Et puis de là, ce tour, là, ils nous ont dit de partir. Ils ont mis des barrages partout, là et là. Le militaire qui a neutralisé l'assaillant a tiré à 2 reprises sur le terroriste, mais le parquet de Bruxelles assure que le soldat a tiré conformément aux règles d'engagement et dans un contexte de légitime défense. Charles Michel, le Premier ministre du pays, a voulu clore le débat. Sur son compte Twitter, il a félicité la réactivité des militaires. Il réaffirme son soutien à la profession.
Le niveau de la menace terroriste est élevé en Belgique. Il est de 3 sur 4. Un attentat est donc estimé possible et vraisemblable. L'ouragan Harvey a touché hier soir terre sur la côte du Texas. L'État s'attend à des inondations catastrophiques. Des dizaines de milliers de personnes fuient sa trajectoire anticipée. Harvey pourrait devenir l'ouragan le plus féroce à frapper les États-Unis. Suivez. Des vents à 215 km/h et des pluies torrentielles, l'ouragan Harvey s'est abattu sur les côtes américaines. L'État du Texas est en première ligne et près de 6 millions de personnes se trouvent sur la trajectoire probable de cet ouragan. Mais la population a pu anticiper au maximum en faisant des stocks d'eau et de nourriture. La plupart ont suivi les consignes d'évacuation et ont rejoint l'intérieur des terres, laissant derrière eux leur maison. Les autorités craignent des inondations records. Les habitants sont fermement invités à ne pas sortir de chez eux. Nous allons être confrontés à des inondations très intenses, vraiment records, dans plusieurs régions à travers le Texas. Comme vous le savez, cet ouragan va faire du surplace pendant une longue période, peut-être plusieurs jours. Les autorités américaines redoutent des effets dévastateurs. Donald Trump suit l'ouragan de près. Il a invité la population à la plus grande vigilance. À la demande du Texas, le président américain a décrété la situation de catastrophe naturelle, une situation exceptionnelle qui permet de mettre à disposition toute l'aide du gouvernement. 12 ans après l'ouragan Katrina qui avait fait plus de 1800 morts dans l'état du sud-est des États-Unis, les autorités locales envisagent les pires scénarios, car si 60% des personnes en première ligne de l'ouragan ont préféré fuir leur domicile, les autres sont invités à marquer au feutre indélébile leur numéro de sécurité sociale sur leurs bras, afin qu'ils puissent être identifiés rapidement en cas de malheur. Victoire symbolique pour les forces gouvernementales en Irak. L'armée irakienne annonce avoir repris le centre-ville et la citadelle de Tal Afar, un des derniers fiefs de l'État islamique. Suivez. Après des jours de combat, le but semble être atteint. Les forces irakiennes affirment ce samedi avoir repris le contrôle du centre de Tal Afar aux mains des djihadistes de l'EI depuis 2014. Dans un communiqué, le chef des opérations militaires assure que les soldats ont libéré le quartier de la citadelle et de Bassatine. Le drapeau irakien a été hissé sur les bâtiments en signe de victoire. Le quartier nord de Tal Afar n'est pas encore totalement libéré, mais cette première étape est très encourageante pour les forces irakiennes. La reprise totale de la ville n'est plus qu'une question de jours selon Bagdad. Le 20 août dernier, le Premier ministre du pays avait annoncé le début de l'offensive sur Tal Afar, ville au nord de l'Irak, l'un des derniers bastions de l'EI dans le pays. Une avancée majeure pour les forces irakiennes, plus d'un mois après la reconquête de Mossoul. Des progrès qui n'auraient pas été possibles sans le soutien de la coalition internationale menée par les États-Unis. La France est aussi l'un des principaux contributeurs de cette coalition contre Daesh et Paris soutient Bagdad dans sa reconquête de territoire. Un soutien qui s'illustre par la visite du chef de la diplomatie française en Irak. Jean-Yves Le Drian a rencontré son homologue irakien, accompagné de Florence Parly, la ministre des Armées. Les deux membres du gouvernement promettent un appui total des forces françaises aux forces irakiennes. La France continuera de fournir de l'aide et continuera notamment de procéder à des frappes aériennes tant que l'ennemi commun ne sera pas éradiqué. Ainsi s'achève ce journal à tous. Merci de la fidélité. Excellente suite de programme à notre compagnie. Bonne soirée.